Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec Mathieu Pou. Certains d'entre vous l'ont déjà vu ici, puisqu'il est venu, je crois, il y a 7 ou 8 ans. Oh, oui, 8 ans. Pour parler d'une thèse remarquable qu'il avait faite sur le banquet gaulois. Depuis lors, après avoir été un moment au musée de Lyon pour s'occuper de grandes expositions, Mathieu a été élu professeur à l'université de Lyon 2, Louis Lumière, et nous avons déjà fait allusion plusieurs fois à certains des chantiers qu'il a conduits, notamment en dernier lieu au chantier de Coran. Je crois que je vous avais montré même quelques images il y a 1 ou 2 ans. Alors, j'ai posé à Mathieu, comme j'ai fait à tous ceux qui l'ont précédé ici ces derniers mois, une question qui essaye de montrer quels sont les problèmes que nous nous sommes posés depuis quelques années. Et la question que je lui ai posée, c'était fin de la protohistoire au début de la romanisation. Alors, ce n'est pas une bonne question, hein, c'est un mauvais titre, mais Mathieu a très bien compris ce que je voulais dire, et je pense que notre discussion sera féconde. Alors là encore, je vais commencer en faisant un peu, alors je dis de l'histoire de la recherche, mais on m'a fait remarquer qu'en réalité, c'était un peu de l'égo-histoire. Bon, c'est la première fois que je fais ça en 25 ans, alors il faut l'admettre. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien parce que jusqu'à une date relativement récente a régné l'idée d'une Gaule un peu farouche, un peu irrédentiste, un peu séparé du monde, bon, le petit village gaulois qui résiste. Mais pas seulement ça, ça allait beaucoup plus loin. Une idée d'ailleurs qui a été diffusée par les auteurs grecs et par les auteurs romains, c'est-à-dire l'idée d'altérité, les civilisés, les barbares, mais pas seulement. Hein. Ces gens-là n'étaient pas assimilables, ils ne pouvaient inspirer finalement que la peur. Et cette idée a été accentuée par un phénomène dont on a parlé déjà 2 ou 3 fois et qui est lié plus ou moins à ce qui s'est exprimé en mai 68, la recherche des racines, la haine du colonisateur. Et moi, j'ai vraiment vécu, on a parlé la dernière fois avec Dominique Garcia et avec Stéphane Verger de la coupure entre le Midi et une certaine conception et d'autre part la Gaule intérieure, mais j'ai vraiment vécu une époque où, à l'université, il y avait d'un côté ceux qui s'occupaient des Celtes et des Gaulois, de la protohistoire qui étaient les purs, et puis ceux qui s'occupaient du gallo-romain et qui étaient au fond des genres de collabos. Mais je ne plaisante pas, c'était comme ça. Il y avait cette coupure qui était la guerre des Gaules, et surtout, il ne fallait pas voir ce qui s'était passé après, et ce qui s'était passé avant, bon, c'était du blanc, et après, c'était du noir. C'était à peu près ça.
Et puis en même temps, il y avait ce curieux message dont on a parlé aussi plusieurs fois, à savoir, heureusement que les Blancs ont perdu contre les Noirs. Enfin, je devrais dire l'inverse, mais bon. Parce que c'est ce qui nous a fait entrer dans le monde de la civilisation, dans le monde du progrès, dans le monde de la paix. Donc, il y a eu, mais c'est tout à fait normal, je pense, vu les déchirements qu'avait connus l'Europe, la France, les nationalités, bon, il y avait donc cette espèce de coupure. Alors, qu'est-ce qui a changé les choses? Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'émergence de 3 disciplines. Il y a eu d'abord l'émergence de la photographie aérienne. Des gens aussi improbables, genre on avait invité, vous vous rappelez, 2 ou 3 ici, aussi improbables que Roger Agache, que René Goguet, que d'autres, avec leurs petits coucous, voyant sous le sol de France, de Gaulle, des traces, et ayant l'intelligence et l'intuition de voir qu'il s'agissait de traces du passé, soit un passé médiéval, soit un passé gallo-romain, mais surtout un passé proto-historique. Donc, ces gens-là ont transformé notre vision. Ça nous paraît aujourd'hui du banal. Mais, moi je me rappelle un très grand professeur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui, à l'époque, donc il y a une quarantaine d'années, disait, quand Roger Agache venait le voir, enfin c'est Agache qui me l'a raconté, il disait, bon allez, racontez-moi comment vous faites. Vous les truquez, vos photos. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Bon. Donc, il a fallu véritablement faire une espèce de transformation de l'intelligence et du savoir méthodologique pour accepter cela. Et à partir du moment où on a accepté cela, on a vu un nouvel univers se dévoiler à nous, à savoir toutes ces traces qui n'auraient jamais été fouillées, bien entendu, jamais été vues, jamais été même imaginées, et qui transformaient ce pays que l'on disait sauvage, proche de la préhistoire finalement, se transformait en un univers civilisé, avec toutes les centaines de mètres, ou 400 ou 500 mètres, des petites fermes, avec ces sanctuaires, les fanas, bon, avec des villages et avec bien d'autres choses. Et l'Atlas de la Picardie, publié par Roger Agache aux alentours de 1970, je crois, ça a été une espèce, comment dire, de miracle que certains d'entre vous ont peut-être connu, mais qui était difficile à imaginer dans notre univers universitaire. Parce qu'on s'apercevait non seulement qu'il y avait cette civilisation, bon, défrichement, culture, mise en valeur, etc., montrant bien que les Gaulois ne passaient pas leur temps à faire la guerre, mais aussi qu'il y avait une continuité, puisque à la ferme, comme disait Agache, indigène, succédait assez rapidement un premier établissement que l'on peut dire gallo-romain, même si c'était éventuellement la même famille qui le possédait. Donc, première révolution. La deuxième révolution, lorsque je suis arrivé à Aix en 1968, j'avais eu comme collègue à l'École française de Rome, 2 ans auparavant, quelqu'un qui s'appelle André Tchernia. Et André Tchernia a, ces années-là, révolutionné à son tour
l'archéologie sous-marine. Il y avait eu déjà quelques fouilles, soit plus ou moins clandestines, soit plus scientifiques, et notamment pour expérimenter le scaphandre autonome qu'avait créé le commandant Cousteau. Et ces fouilles, j'en avais parlé, vous vous rappelez peut-être quand Luc Long est venu nous voir l'an dernier, avaient porté notamment sur l'épave du Grand Congloué. Et l'épave du Grand Congloué, c'était une espèce de, de méli-mélo, on n'y comprenait rien. Et Luc Long, en reprenant non seulement les fouilles, mais aussi toute la documentation, avait montré qu'en réalité, par hasard, 2 épaves avaient coulé au même endroit. Et que, comme on ne savait pas très bien fouiller, on avait mélangé tout le matériel, et que ce n'était pas étonnant qu'on n'ait pas un horizon chronologique qui soit clair, mais qu'on ait justement ce mélange. Mais le problème, ça n'a pas été de préciser une chronologie, ça a été de démontrer que si l'on prend l'ensemble des épaves que l'on connaît, depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est la première, jusque, disons, au moment où arrivent les bateaux à moteur, il y a un pic de naufrage extraordinaire qui se place entre 150 et 50 avant Jésus-Christ. Là se concentre plus du tiers de tout ce que l'on a. Cela veut dire quoi? Eh bien, comme on peut supposer que les naufrages sont représentatifs, ou à peu près, malheureusement pour ceux qui les ont connus, du trafic commercial, ça veut dire que c'est un moment où il y a eu, entre la Gaule et d'autre part les endroits d'où venaient les navires, mais principalement l'Italie, un commerce qui était d'une intensité incroyable. Et André Tchernia, ayant fait des calculs pour donner des ordres d'idées, à l'époque, dans un fameux livre qui était Le vin de Rome, a montré, a lancé la suggestion qu'il y avait au minimum 200 000 amphores, peut-être jusqu'à 1 million, qui, chaque année, venaient d'Italie en Gaule. Alors, 25 litres par amphore, même si c'est 200 000, ça fait beaucoup. Si c'est 1 million, encore davantage. Alors, les chiffres peuvent être tout à fait contestés. Je ne reprendrai pas le raisonnement qu'il a fait, qui s'appuie sur des calculs modernes, à savoir, nous avons des archives qui sont les archives de la Royal Navy, qui montrent que des bricks au XVIIIe et XIXe siècle coulaient une fois tous les, je ne sais pas combien, etc. Donc on peut. Mais c'était pour donner un ordre d'idée que l'on n'imaginait pas à l'époque. On n'avait, mais franchement, pas la sensation de ce commerce que la petite Gaule irrédentiste commerçait ainsi avec le reste de la Méditerranée et notamment avec l'Italie. Avant la conquête, après celle de la Narbonnaise, mais aussi avant la guerre des Gaules. Alors, c'était une espèce de nouvelle appréhension des problèmes. Et il y a eu aussi un troisième phénomène qui, au début, a été très très mal compris, qui est dû à un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelait le docteur Colbert de Beaulieu. Le docteur Colbert de Beaulieu avait une passion dans la vie, c'était la numismatique. Et il s'est constitué une collection, il a étudié les musées, et il s'est rendu compte d'un phénomène. Bon, Catherine Gruel vous en a parlé ici plusieurs fois, on ne va pas revenir dessus en détail, mais du fait, malgré tout, tout à fait hallucinant, qu'à un moment donné,
la Gaule qui frappait des monnaies d'or, semble-t-il, en faible proportion, pour la plupart imiter des statères de Philippe II de Macédoine, était passée aux alentours, sans doute là encore, de 150-120 avant Jésus-Christ. Enfin, certains peuples de la Gaule étaient passés à la frappe d'un monnayage d'argent, déjà pour changer des talons, c'est extraordinaire, et d'autre part que ces deniers, entre guillemets, c'est Colbert de Beaulieu qui les a dénommés ainsi, ces deniers gaulois correspondaient à peu près à une drachme massaliote et à un demi-denier de Rome. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il y avait un commerce qui pouvait partir, parce que grosso modo, c'était limité à la vallée de la Saône, à la Bourgogne, à la vallée du Rhône, un peu aux Arvernes, et puis ça allait s'étendre vers l'ouest et vers l'est. Ça ne veut pas dire qu'on échangeait et qu'à Rome, on vous acceptait un denier qui venait de Chalon-sur-Saône. Mais ça voulait dire quoi? Qu'on comptait de la même façon. Et les amphores plus les deniers, l'évidence était là. On pouvait désormais commercer de manière simple, avoir des contrats, on parlait la même langue, on savait ce qu'on payait aux octrois, on savait ce qu'on achetait et on savait ce qu'on rendait en face. Donc, voilà, ces trois éléments, vous voyez, s'imbriquaient d'une manière tout à fait éloquente, enfin, impressionnante, pour démontrer que l'idée de cette Gaule irrédentiste était absurde. Et c'est pourquoi j'ai posé la question à Matthieu, fin de la protohistoire, au début de la romanisation. Mais il n'y a pas eu que cela. Alors, depuis lors, toutes sortes de choses se sont ajoutées, qui ont fait l'objet d'ailleurs ici de cours et de séminaires. Alors d'abord, l'archéologie de sauvetage, je ne vais pas y revenir. J'ai déjà expliqué plusieurs fois comment les transectes que nous n'avions pas prévus, nous, apportent, parce que nous, on aurait été allés chercher ce qu'on savait pour conforter ce qu'on savait et reconforter ce qu'on savait. Mais qu'est-ce que cette archéologie de sauvetage a pu nous apporter de ce point de vue? Alors moi, ce qui m'a marqué, la première chose qui m'a marqué, c'est le grand bœuf. Ça paraît bizarre, le grand bœuf. Il y a eu des fouilles de sauvetage il y a 20 ans à Besançon. Et Laurent-Olivier Guyot était venu d'ailleurs nous en parler ici, mais tous n'étaient pas là ou vous l'avez oublié. Il avait trouvé une partie de l'agglomération gauloise de Besançon. Depuis lors, on a trouvé d'autres choses, les remparts, etc. Et il y avait notamment 3 ou 4 maisons, et dans la cave de l'une d'entre elles avait été retrouvé d'une part un étalon de bronze, 10 mètres si je veux dire, avec des divisions dont on s'est aperçu que c'était la représentation d'un demi-pied romain, donc une mesure. À côté, il y avait des ossements d'animaux, des poubelles, enfin bon, comme on en voit habituellement. Mais parmi les ossements en question, il y avait ceux d'un grand bœuf. Alors vous allez me dire, un grand bœuf, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les archéozoologues ont bien montré que depuis la domestication
à l'époque du néolithique jusqu'à l'époque gauloise, les animaux avaient diminué en taille. Ils étaient devenus plus petits, je ne sais pas pourquoi, gestion du cheptel, bon, peu importe pour nous. Et que par rapport aux races qui, à la même époque, vivaient en Italie, il y avait entre un quart et un tiers de différence. Les Gaulois étaient beaucoup plus petits. Il vous suffit de regarder le chaudron de Gundestrup, où vous voyez certains cavaliers gaulois dont les pieds traînent quasiment à terre parce que les chevaux représentent des doubles poneys. Bon. Et nous savons d'ailleurs par César qu'il écrit que les nobles gaulois essayaient de se procurer des chevaux à l'extérieur. Alors, à Besançon, on trouve les restes d'un grand bœuf qui n'est pas gaulois. On trouve à côté un étalon, enfin un maître étalon qui est romain. On trouve des amphores. Et nous sommes bien avant la guerre des Gaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Des contacts, la présence déjà d'Italiens qui sont venus s'établir en Franche-Comté et qui ont peut-être une ferme. Bon, la question n'est pas encore résolue, mais là aussi, transformation des mécaniques. On apprend à mieux connaître ces fameux oppida. Oppida, le terme que César emploie pour vouloir dire établissement avec une organisation vaguement urbaine. Et vous vous rappelez ce qu'on nous a dit il y a moins de 2 ans, à savoir la découverte à Bibracte, à l'époque césarienne, d'un forum qui ressemble, comme 2 gouttes d'eau, à certains de ceux que l'on connaît en Italie centrale. Là aussi, on s'interroge. Et puis, il y a quelque chose qui est dû en grande partie à mon voisin de gauche, c'est l'attention qui est apportée aux traces, enfin, ce qu'on appelle les militaria, c'est-à-dire à toutes les traces que peuvent laisser non seulement des militaires, des armes, des batailles, etc., mais aussi le fait que des militaires, des officiers aient fréquenté les armées romaines, en aient été au moins à titre de responsables, d'auxiliaires, des personnages importants et soient revenus dans leur cité avec des visions qui sont des visions forcément différentes. Plusieurs fois, j'ai attiré l'attention sur l'importance des auxiliaires, de ces auxiliaires gaulois qui ont parcouru le monde, qui ont vu la Grèce, qui ont vu l'Asie mineure, qui ont vu l'Égypte, qui ont vu l'Italie, qui ont tout vu. Et j'avais dit, et quand ces gens-là reviennent chez eux, bon, ils ne vont pas vivre dans des huttes. Il y a des phénomènes, alors on appelle ça comme on veut, de contact, d'acculturation, etc. Mais ça change les regards. Alors, vous voyez, c'est ce nombre de petits éléments qui, peu à peu, je crois, ont changé notre regard, c'est-à-dire qu'on ne sait plus arrêter simplement la considération de la rupture. Mon prédécesseur, Paul-Marie Duval, j'ai relu encore récemment un certain nombre de ses ouvrages, était encore obsédé par l'idée de la rupture. C'est-à-dire il y avait la proto-histoire, et puis ensuite il y a eu l'époque romaine. Bon, alors tout a changé en bien en mal, ça, peu importe les sentiments personnels.
Alors que je pense que la génération qui a été la mienne essayait d'assimiler, je ne dirais pas de comprendre ni de diffuser, c'est plutôt la génération suivante qui va le faire, l'idée que les choses seront beaucoup plus compliquées et qu'il faut revoir les textes en ce sens. La guerre des Gaules est toujours perçue, aujourd'hui, dans les manuels, comme la révolte en 52 contre les Romains. Alors que ça a duré quelques mois. Mais comme si c'était un événement absolument fondateur, y compris de l'identité nationale, concept dont je ne saurais dire la tristesse qu'il m'inspire quand il entre dans les débats politiques. Donc, il faut réagir à ça. Ça va être, ou c'est d'ailleurs, le travail de collègues comme Mathieu, qui est lui-même trop jeune pour avoir amené un plus jeune que lui, parce que sinon, je les aurais pris en culotte courte. Hein, bon. Et c'est là-dessus, peut-être, qu'il va nous apporter ses sentiments et que nous discuterons par ailleurs. À toi. Merci.